Bonjour, peut être compris ou qu'est-ce qui n'est pas compris dans le modèle de base. Donc je parle en général pour un constructeur de maison individuel. Alors, nous commençons par l'étude de la maison. Donc étude, bien sûr, c'est tout ce qui est plan. Le premier des plans, c'est le plan d'avant-projet. Ensuite, nous avons le dépôt de permis. Et puis, une fois que le plan de permis est déposé et accepté par la mairie, ça est arrêté, le constructeur de maison va faire un plan d'exécution. Un plan d'exécution, c'est un plan qui va permettre aux différents corps d'État de pouvoir se baser sur ce plan-là pour pouvoir réaliser la maison. Ça, c'est l'étude des plans et du dossier. Ensuite, nous avons au jour d'aujourd'hui, en 2020, nous avons à réaliser une étude thermique de la maison. Donc, c'est-à-dire que la maison, nous devions vérifier qu'elle consomme pas trop d'énergie et qu'elle soit bien isolée. Donc, cette étude thermique, elle va servir à quoi? Elle va servir à calculer les épaisseurs d'isolant. Et puis, en fonction de ça, il sera déterminé le mode de chauffage de la maison. Donc, alors ça peut varier, hein. Par exemple, si vous mettez un isolant très gros sur les murs, eh ben, vous pourrez peut-être mettre une baie vitrée un peu plus grande, euh, car l'un compense l'autre. Voilà. Ou si vous mettez un panneau solaire sur la maison, eh ben, le fait de mettre un panneau solaire vous permet de mettre un chauffage électrique, car le panneau solaire vous rend la maison plus économe. Voilà, enfin vous avez compris le raisonnement. Donc tout ça est calculé et mis dans un espèce de calculateur avec des coefficients. Il y a toutes des notes de calcul qui sont éditées et qui permettent de déterminer au final si la maison est conforme aux normes thermiques ou si elle ne l'est pas. Donc ça, c'est tout un dispositif. L'étude thermique va aussi avec cette étude thermique un test de perméabilité à l'air en fin de travaux, c'est-à-dire si la maison est bien étanche à l'air, et un rapport en fin de chantier pour savoir si la maison est conforme ou pas euh, aux exigences des normes. Donc voilà pour l'étude thermique. Ensuite, nous avons l'étude de sol. Alors l'étude de sol, Mmh, à ma connaissance, pas tous les constructeurs la font. Heu, il y a des constructeurs qui arrivent à s'en passer et des constructeurs qui ne souhaitent pas la faire, et d'autres qui vont vous dire: «Ah si, c'est obligatoire, il faut la faire absolument», tout ça. Bon, ça se discute. Hem, voilà, il y en a qui préfèrent la faire parce qu'ils ont en fait, le constructeur engage sa responsabilité, hein. Il faut bien savoir l'étude de fort, et s'il la fait pas, eh ben, il peut avoir un risque de devoir réparer certaines choses, tout ça. Bon, il y a des constructeurs ou des petits architectes qui disent qu'ils veulent absolument pas prendre le risque, donc ils font obligatoirement l'étude de sol, et d'autres, peut-être plus gros, qui disent, oh bah si une maison sur 20 il y a un sinistre, et écoutez, bah, je vais plutôt m'arranger pour indemniser la personne sinistrée que faire 20 études de sol avec tout ce que ça engendre. Voilà, bon, ça c'est un choix du constructeur, mais il faut le savoir que c'est un choix qui peut être discutable ou discuté. Le terrassement. Donc terrassement VRD. Donc terrassement, souvent, ce qui est compris dans le modèle de base de maison, donc de base, le constructeur de maison va partir que le terrain est plat, hein, qu'il n'y a pas de dénivelé, et donc il va vous compter un décapage de 30 cm de hauteur, ce qui équivaut à un peu plus que la terre végétale. La terre végétale, c'est 20 cm d'épaisseur. Alors ça dépend des terrains, il y a des terrains où il y a plus de terre végétale, d'autres moins. Et donc, il va décaper ces 30 cm de terre végétale, les mettre sur le côté pour pouvoir construire la maison sur le terrain. Alors, il se peut que vous achetiez un terrain où vous voulez construire, c'est en pente,
Et donc du coup, il faut une maison, ça se construit à plat, hein. Donc si vous avez une pente, il faudra décaisser, et donc cette, ce terrassement de base de 30 cm, il ne suffit pas, et donc ce sera des prestations supplémentaires. Alors, il se peut aussi que le constructeur vous dise, écoutez, moi je ne sais pas chiffrer un terrassement en pente, c'est compliqué, j'y arrive pas. Euh, vous vous arrangerez avec le terrassier, le cas échéant. Quand arrivera la construction de la maison, il vous prendra un billet, je sais pas, 1000, 2000 euros, il peut vous estimer ça. Il peut vous dire, bah, allez voir tout de suite le terrassier, il vous chiffre le terrassement, parce que moi je ne sais pas le faire. Ou voilà. C'est fréquent, hein. Et alors, à ce sujet, il y a un autre sujet qui découle, c'est souvent on n'est pas compris l'évacuation des terres. Et souvent, quand on a un terrain en pente, il peut y avoir de l'évacuation des terres. Donc, quand ce n'est pas compris, la personne qui achète la maison et qui n'a pas prévu cette tâche à réaliser, il se retrouve avec un gros tas de terre à côté de sa maison parce qu'il a oublié de le faire évacuer, ou c'était pas compris dans le prix de départ. Donc voilà, alors, après c'est la bataille. Ah oui, mais vous m'avez vendu une maison et vous n'avez pas compris l'évacuation des terres. Ah ben non, vous avez signé parce que l'évacuation des terres n'était pas comprise, bon, blablabli, blablabla. En fait, c'est une grande discussion. Donc, faut le savoir, si vous avez un terrain en pente, plus de 1 mètre de dénivelé sur la maison, vous risquez fortement d'avoir d'évacuation des terres, et il faut mieux le faire dès le départ de la construction, car après vous allez vous retrouver à devoir payer bien plus, et ça risque d'être bien plus compliqué pour évacuer les terres, car bah, quand la terre est derrière la maison et qu'il faut la repasser devant pour pouvoir la sortir, bah, je vous laisse imaginer la difficulté des choses. Donc, ça c'est un petit aparté, mais faire attention là-dessus. Ensuite, dans ce terrassement, nous avons le creusage des fondations, hein. Le terrassier, donc, il vient, il décape les 30 cm de terre. Ensuite, il vient creuser les fondations. Et puis ensuite, nous avons le chemin d'accès. Donc souvent, de base, le constructeur peut prévoir 30 mètres carrés de chemin d'accès. 30 mètres carrés de chemin d'accès, ce qui équivaut à un chemin d'accès de 10 mètres de long. Voilà. Parce que le chemin d'accès fait 3 mètres de large. Alors, c'est un exemple, hein. De base, peut-être vous aurez un contrat à 40 mètres carrés de chemin d'accès. Bon, là, je prends un exemple. Si vous avez une maison qui est plus proche de la limite de propriété que vous n'avez pas entre la limite de propriété et la maison, vous avez moins de 30 mètres, moins de 10 mètres, eh bien, ce chemin d'accès, donc, bah, il peut vous faire une moins-value, comme ça, vous récupérez le trop de chemin d'accès qui vous vont. Donc, si par exemple vous avez que 5 mètres, bah, vous avez besoin de que 15 mètres carrés de chemin d'accès, par exemple. Ou après, il peut vous réaliser une terrasse et vous mettre le gravier ailleurs. Voilà, c'est un exemple. Donc voilà pour le chemin d'accès. Et si vous avez une maison éloignée, donc si vous avez un chemin d'accès à plus de 10 mètres de la limite de propriété, et bien là, ben, il vous faudra une plus-value pour compléter la distance entre. Donc si vous avez 15 mètres, il vous faudra 5 mètres linéaires de plus de chemin d'accès. Donc 5 mètres linéaires fois 3 de large, ça fait environ 15 mètres carrés. Donc voilà pour le chemin d'accès. Ensuite, les fondations. Donc les fondations, y compris dans le devis du maçon. Donc là, on est dans le devis du maçon. Une fois que les fondations sont creusées par le terrassier, il va avoir le maçon qui va venir couler ses fondations, donc y compris dans le tarif de base, le coulage des fondations, et puis souvent aussi le petit mur en sous-bassement, donc c'est-à-dire le mur qui est sous la terre, qui fait généralement 40 cm de haut. Les 2 premières rangées, c'est ce qu'on appelle le sous-bassement. Donc ça, c'est compris dans le modèle de base de la maison en agglo. Béton de 20 par 20 par 50 de large. Voilà. Et puis après, nous avons les réseaux enterrés. Donc là,
tout ce qui est réseau enterré. Donc réseau enterré, on a deux parties sur les réseaux enterrés. On a la partie à l'intérieur de la maison, qui sera réalisée par le maçon, et une partie aussi à l'extérieur de la maison qui est réalisée par le terrassier. Donc par exemple pour les eaux usées, donc vous avez auprès d'un WC un bout de PVC qui est compris, qui va aller sous le dallage de la maison, et puis après un regard à l'extérieur de la maison, et toute une partie qui va de la maison jusqu'à à l'égout sur la rue. Donc voilà, donc de base, le constructeur de maison individuelle va vous prévoir 15 mètres linéaires, par exemple 15 mètres linéaires. Donc il faut savoir, il faut regarder combien lui de base il a prévu. Et si votre maison est à plus de 15 mètres linéaires de la limite de propriété, ou si, eh ben, vous aurez des mètres linéaires de supplémentaires à payer. Alors vous pouvez demander aussi, de base, il peut être compris un regard siphoïde pour les eaux usées. Donc siphoïde, c'est pour pas que ça sente les égouts. Et pour vous regarder à l'intérieur, c'est pour regarder à l'intérieur que les égouts passent bien, hein, qu'il n'y ait pas de problème. Mais vous pouvez, donc sur ce regard de base, vous pouvez en rajouter un, en faire rajouter un, et ainsi vous aurez un second regard euh, à votre désir, hein, voilà. Mais il y en a un de prévu dans les prestations de base. Ensuite, les eaux pluviales. Donc les eaux pluviales, elles descendent du toit, elles passent dans les descentes d'eau pluviale. Et là, on va parler donc de tout ce qui est réseau, hein, donc à l'intérieur de la terre. Donc vous avez une réception des eaux pluviales. Donc dans l'exemple que je vous prends, il a prévu, le constructeur, 25 mètres de mètres linéaires d'eau pluviale. Donc c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour faire le tour de la maison, parce qu'il il faut aller tout autour de la maison récupérer les eaux pluviales, puis après les emmener au réseau d'eau pluviale. Et donc, si vous avez plus de 25 mètres linéaires d'eau pluviale, et ben, il vous fera une plus-value. Si vous en avez moins, il vous fera une moins-value. En plus-value peut être chiffré aussi, par exemple, si de base vous avez deux regards béton pour les descentes d'eau pluviale, c'est-à-dire et que vous avez 4 descentes sur votre maison, donc c'est-à-dire que vous avez deux regards sur deux descentes, mais si vous avez 4 descentes, il y a deux autres descentes qui sont sans regard au pied. Donc ça peut être une possibilité. Donc vous pouvez demander en plus-value deux regards supplémentaires. Ça peut être une supplémentaire, une chose supplémentaire. Pour vous, si vous voulez des regards, alors, à savoir aussi qu'est-ce que c'est un regard, ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Ou dans mon livre, vous pouvez aussi aller chercher l'information. De base aussi peut être compris dans la maison un puits perdu. Et par contre, il ne sera certainement pas compris une cuve de rétention d'eau pluviale. Donc si la mairie vous demande une cuve de rétention d'eau pluviale, eh ben, il faudra la traiter en plus-value. Elle sera traitée en plus-value. Ensuite, vous avez les fourreaux. Donc les fourreaux pour le réseau EDF, Électricité de France. Donc de base, il peut être compris 15 mètres carrés, 15 mètres linéaires de fourreau. Donc le fourreau, il va de la limite de propriété jusqu'au tableau électrique à l'intérieur de la maison. Et donc, si vous avez plus de 15 mètres, le constructeur vous facturera une plus-value. Ensuite, pareil pour les PTT, télécom. Donc ça, c'est pareil, il peut vous coter 15 mètres linéaires. Et puis, vous facturez. Donc ça, c'est des fourreaux, hein. Le fourreau, c'est un tube dans lequel, après, il faut mettre un câble, hein. Voilà. Et donc, le constructeur vous met le tube vide, et puis après, c'est le prestataire, c'est EDF qui vient mettre le câble, ou un électricien, mais c'est pas dans la base n'est pas prévu le câble à l'intérieur. Ça, il faut le savoir aussi, parce que les clients pensent qu'il y a le câble à l'intérieur, mais il n'y a pas le câble à l'intérieur. C'est à EDF de poser le câble, ou à un électricien.
Donc ça sera à traiter à part aussi. Alors, aussi des fourreaux pour les PTT, les télécoms. Donc ça, c'est des fourreaux pour amener la fibre, le câble orange, tout ça. Et vous pouvez avoir 15 mètres linéaires de fourreaux. Alors, vous pouvez aussi en demander d'en rajouter. Par exemple, si vous voulez mettre un portail électrique, il vous faudra un fourreau supplémentaire. Ça peut être intelligent d'y penser maintenant. Ou et un portail, un interphone. Enfin, il y a multiples choses, une sonnette, et mettre un fourreau supplémentaire, ça permet de pouvoir rajouter quelque chose si le cas échéant se propose ou que vous avez envie de faire. Ensuite, nous arrivons sur le fourreau d'eau. Donc ça, c'est l'adduction d'eau potable. Et donc là, c'est pareil, l'adduction d'eau potable, vous avez un regard d'eau potable à l'extérieur de votre maison. Et donc l'adduction d'eau se fera par ce regard-là. Et c'est pareil, il peut être compris de base dans une maison un certain nombre de mètres linéaires, par exemple 15. Et si vous avez des mètres supplémentaires, il vous les facturera en plus. Alors, on enchaîne par la maçonnerie, le dallage sur terre-plein. Donc de base, généralement, dans une maison, le dallage du rez-de-chaussée, il est sur terre-plein. Donc le dallage sur terre-plein, je vous renvoie à une autre vidéo sur les dallages et le vide sanitaire, parce que c'est vous pouvez choisir un dallage sur terre-plein, soit un vide sanitaire, en gros, pour réaliser la dalle de votre rez-de-chaussée. Et donc, je vous renvoie à cette vidéo pour voir les avantages de l'un et les inconvénients de l'autre. Ensuite, le plancher à l'étage, donc généralement c'est des planchers en poutre alourdie. Et puis nous avons aussi les murs de maçonnerie, les murs, l'enveloppe de la maison. Donc ça, généralement, enfin ce qui se fait bien, c'est une maçonnerie en bloc de béton armé, en bloc de béton aggloméré, creux, ourdé au mortier. Et les chaînages, donc vous avez des chaînages, par exemple dans les angles de la maison, au milieu des murs, tous les 5 mètres, les chaînages sont en béton armé, coulé. Les linteaux aussi sont en béton armé. Les seuils de porte, les portes-fenêtres et les coudières sont en béton préfabriqué, donc c'est des choses qu'on achète chez un revendeur de matériaux et qu'on vient poser à l'endroit qu'on le désire. Voilà, et par rapport à cette maçonnerie qui est en bloc de béton creux, en ciment, eh ben, vous pouvez choisir d'autres, il existe d'autres types de maçonnerie. Vous pouvez faire votre maçonnerie en brique monomure rouge, voilà, la brique rouge, ou par exemple en Ciporex, ce qui est une autre façon de construire. Et voilà. Alors moi, je suis assez traditionnel et j'aime bien l'aglo. Pour moi, il offre une résistance technique, enfin structurelle qui est bonne. Et j'aime bien les choses bien solides, bien costauds. Donc je préfère l'aglo maçonné. Souvent il est plus économique que les autres modes de construction, donc j'aime bien ce mode de construction là. Et après on vient rajouter un isolant à l'intérieur. Pour moi c'est la meilleure façon de construire, mais chacun fait son choix, hein. Voilà pour cette vidéo qui a duré déjà 20 minutes. Donc j'aborderai dans une prochaine vidéo le reste des prestations qui sont généralement comprises dans la maison de base et non comprises. Voilà. Merci, salut.